Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier talk du mois d'avril dédié à l'économie circulaire. Une fois n'est pas coutume, ce matin j'ai deux invités avec moi. Inde Arbaoui, directrice de l'Open Innovation, et Julie Vattier, directrice After Sales, Business, Véhicules et Économie circulaire, toutes les deux au sein du groupe Renault. Bienvenue mesdames, enchantées. Bonjour, merci beaucoup Marie. Merci, bonjour. Donc on va parler ensemble ce matin du beau projet qui est la Refactory de Renault. Donc vous le savez tous, hein, ces entretiens s'organisaient dans le cadre du Mobility Club, ce cercle privé créé par Vieille Idée, ayant pour objectif d'aider les grandes entreprises à mieux appréhender les mutations des mobilités et de la Smart City. Donc, dans les 15 prochaines minutes, on va essayer vraiment de mieux comprendre ce qu'est la Refactory et quels sont les enjeux autour de ça. N'hésitez surtout pas à vous présenter dans le chat et à poser vos questions également. On y reviendra à la fin de cet entretien. Inde, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer, nous dire ce qu'est la Refactory ? Tout à fait, Marie. Alors, la Refactory est un des projets emblématiques du nouveau plan stratégique de Renault, appelé Renaulution, qui a été dévoilé en juillet 2020, je ne sais plus quand on est, donc l'année dernière, et qui a pour objet finalement de transformer notre usine de Flins en un écosystème de l'économie circulaire de la mobilité. Et notre ambition est de devenir en fait le premier site sur ce domaine-là et de générer à horizon 2030 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc il s'agit vraiment d'un projet, quand je dis emblématique, en fait, c'est vraiment un projet en rupture. C'est quand on annonce 1 milliard d'euros à horizon 2030, c'est extrêmement ambitieux et on ne peut pas être ambitieux sans, chercher à faire autrement, changer de paradigme. Si on veut vraiment qu'il se passe quelque chose, si on veut vraiment changer de système, aller vers un système différent, un nouveau système économique, un nouveau système sociétal, il s'agit vraiment de changer de paradigme. Et le deuxième point, il va s'agir aussi d'être dans le concret. Donc on y reviendra, c'est vraiment très concret, on avance pas à pas avec des réalisations visibles et incrémentales. Alors concrètement, de quoi il s'agit en très rapide, il s'agit à la fois de prolonger la durée de vie de nos véhicules. Et là, nous avons un certain nombre de lignes business qui consistent alors, soit à reconditionner des véhicules en s'appuyant sur notre expérience et notre excellence industrielle. Et l'idée est que ces véhicules ressortent comme neufs. Et ça, c'est une première chose. Le deuxième élément dans la prolongation de la durée de vie, et d'ailleurs c'est Julie qui s'occupe de ce stream, c'est rétrofiter des véhicules au sens transformer le parc thermique en des véhicules qui seraient électriques, biogaz ou autres. Ça, c'est vraiment la première grosse thématique. La deuxième thématique va consister, donc au-delà de prolonger la durée de vie, va consister à chercher à donner une nouvelle vie. Alors cette nouvelle vie, ça peut être en particulier dans le domaine de l'énergie. Nous travaillons à réutiliser des batteries pour leur donner une deuxième vie. Quand les batteries ne sont plus utilisables dans des véhicules, nous pouvons toujours les utiliser pour faire autre chose. Et là, nous avons déjà une douzaine de cas d'usage que nous développons avec des startups ou d'autres partenaires dans l'idée de, par exemple, créer des petits modules de stockage, d'énergie, ou alors nous équipons déjà des péniches. Donc c'est ça, créer une nouvelle vie. Et ensuite, il y a bien sûr tout au cœur de la Refactory, il y a tout l'aspect recyclage. Donc il va être au cœur de la Refactory, il va alimenter un peu tous ces éléments-là. On va pouvoir réutiliser des pièces en démantelant des véhicules. On va pouvoir aussi massifier avec d'autres partenaires du recyclage de plastique ou d'autres matériaux. Et ça, c'est un des enjeux clés. Et le dernier élément, qui est plutôt support de tout cela, c'est le hub innovation, Station Flins. Parce que tout ça, quand on veut changer de système, quand on veut se transformer, l'innovation est clé. Et là, on va s'appuyer sur Station Flins, qui sera un lieu où nous accueillerons des partenaires pour pouvoir ensemble co-développer de nouvelles solutions innovantes et de nouveaux business. Super, c'est un beau projet. Du coup, quelles sont les ambitions et les enjeux d'Open Innovation de Renault aujourd'hui ? Alors, vous l'aurez compris dans ce que je viens de dire, vraiment, je crois fondamentalement que quand on change de regard, le monde change. Et là, le premier regard que l'on doit changer, c'est vraiment dans l'ADN de Refactory, c'est ne pas penser que faire des transformations telles que celle-là, on peut les faire tout seul. Et d'ailleurs, vu que je m'occupe des partenariats, du développement des partenariats, je rencontre des dizaines d'acteurs, qu'ils soient académiques, qu'ils soient territoires, corporate, VC, etc. Et c'est intéressant parce qu'on partage tous un peu le même regard. Chacun réfléchit à sa roadmap de développement durable. On sent tous qu'il y a quelque chose qui se passe,
qu'il ne faut pas louper le coche, et on a tous conscience aussi qu'on dispose d'un petit bout de la chaîne de valeur. Ouais. Et la seule façon d'arriver à faire quelque chose, c'est quelque chose, je veux dire, d'impactant, ça va être de mettre ensemble tout ça. Et donc, les enjeux de l'open innovation, c'est ça, c'est créer ces conditions. Donc, Station Flin est un élément de cela, pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir et inventer. Il s'agit vraiment d'aller chercher de nouveaux océans bleus, des espaces qu'on ne connaît pas encore, des nouvelles chaînes de valeur, des nouvelles façons de se répartir la valeur. Ça, c'est clé, hein, parce qu'un écosystème, pour que ça fonctionne et que ce soit durable, il faut que chacun y trouve son compte. Que cette valeur soit partagée, que l'on soit dans du win-win-win. Et là, derrière tout cela, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est l'innovation managériale. J'aimerais parler de ça parce que je pense qu'on ne gère plus des relations, des coopérations à coup de cahier des charges, comme on a peut-être pu le faire en d'autres temps. Là, il s'agit vraiment de créer un climat de confiance et de co-développer, que l'on soit avec des startups, avec des corporates. Et bien sûr, hein, je pense que fondamentalement, de nouveaux modèles aussi de management vont émergent déjà, hein, tels que la coopétition. Donc, c'est quelque chose qu'on adore, mettre ensemble des acteurs, on l'a fait d'ailleurs avec Julie, hein, qui pourraient être en fait des compétiteurs, mais finalement, dans ces océans bleus, il y a tellement de place, il y a tellement de nouveaux chemins que il faut y aller ensemble. Ça ne sert à rien de se jeter les uns contre les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, les grands enjeux en très, très court. Super. Et Julie, justement, de votre côté, quels sont les enjeux et les défis pour la prévente de l'économie circulaire ? Alors, pour la prévente, ce que je dis souvent, c'est que la prévente de l'automobile, c'est par essence une pièce maîtresse de l'économie circulaire, hein, puisque on travaille depuis toujours sur la durabilité de nos véhicules. Le sujet ici, c'est de passer à une vitesse supérieure. Passer à une vitesse supérieure, pour la prévente, ça se joue sur deux aspects. Le premier, c'est évidemment la durabilité des véhicules sur lesquels on travaille et de plus considérer que c'est uniquement de la réparation qu'il faut faire, mais c'est d'aller beaucoup plus loin et de rendre finalement le véhicule désirable sur l'ensemble de son cycle de vie. Alors, désirable, il y a deux aspects à la désirabilité. Le premier, c'est la désirabilité par rapport à un client qui arrive au cours de vie du véhicule, en deuxième main, troisième main. Le véhicule est à 15 ans, c'est pas parce qu'il a 15 ans et qu'il est moins cher que pour autant le client n'a pas envie d'avoir un autoradio qui n'était pas prévu de série ou autre exemple. De ce point de vue-là, la désirabilité, donc la manière de moduler, finalement, de pouvoir moduler un véhicule sorti d'usine pendant son cycle de vie. Et la désirabilité, ça se joue aussi par rapport à des évolutions de la législation. Et là, on le voit, Yin en a parlé sur la partie rétrofit énergie. La législation évolue aujourd'hui. On a des millions de véhicules thermiques sur la route. Ça serait une catastrophe écologique et économique de mettre ces véhicules à la casse alors qu'ils sont en parfait état de marche pour la seule raison qu'ils ne peuvent plus rentrer dans les zones à faible émission. Donc, il y a aussi cet aspect-là de durabilité, c'est-à-dire comment peut-on transformer un véhicule qui n'a pas forcément été prévu pour ça à l'origine, mais comment on peut le transformer en cours de vie pour qu'il soit toujours up-to-date, quoi. Donc ça, c'est le premier aspect, la durabilité du véhicule. Et puis le deuxième aspect, c'est regardons nos propres cycles, notre propre activité à la prévente. Et là, je vais parler de la pièce de rechange, puisque c'est notre principale activité. Et donc, comment on fait pour augmenter la durée de vie de nos propres éléments, donc de nos pièces de rechange. Et là, Inde en a parlé aussi, c'est tout ce qui est lié à la recyclabilité. C'est très clairement, hein, c'est repair, comment je répare mes pièces au lieu de la changer. Reuse, c'est comment je peux développer une filière de pièces d'occasion. En France, ça existe, hein, mais comment on peut aller beaucoup plus loin dans justement l'utilisation de ces pièces d'occasion et l'acceptation de ces pièces par nos clients, quels qu'ils soient. Et puis le remanufacturing, qu'on l'on fait, nous, depuis 70 ans, hein, avec l'usine de Choisy, qui est le fait de récupérer une pièce cassée, de la réparer, réusiner finalement, et de la remettre dans le circuit de la vente, mais qui est comme neuve.
un peu comme les véhicules. Donc, le remanufacturing. Donc, c'est vraiment repair, reman, reuse, qui sont les éléments clés pour nous permettre de beaucoup moins produire de pièces neuves et faire des énormes économies en termes de ressources et de matières premières. D'accord. Et est-ce que vous... Pardon, vous avez fini peut-être? Et est-ce que vous réfléchissez également sur la partie comment produire des pièces des pièces neuves, mais qui vont être plus durables également? Alors, oui, évidemment, ça fait partie. Ça fait partie sur les deux aspects d'ailleurs, parce qu'en fait, on travaille ce sujet-là très en amont avec les véhicules pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on met dans les véhicules en première monte qui permettent finalement peut-être d'augmenter la fréquence de change, de rechange ou d'usure. Donc il y a ce premier élément-là qui vient avec la voiture telle qu'elle est définie au départ. Et puis ensuite, côté après-vente, ce qu'on réfléchit, c'est ce à quoi on réfléchit, c'est aussi à intégrer beaucoup plus d'éléments de matières issues du recyclage dans la production de nos pièces neuves. D'accord. Parce que en fait, l'après-vente utilise les mêmes pièces que la première monte. Donc il faut qu'on change à la fois la première monte et à la fois qu'on arrive à être beaucoup plus vertueux dans la production des pièces neuves dont on aura toujours besoin. Et donc là, il y a l'idée, alors je ne sais pas si Renault travaille déjà sur des boucles courtes, notamment sur la production de ses véhicules. Et l'objectif demain, et peut-être avec Refactory, c'est de regarder s'il y a des choses à faire côté après-vente sur ces boucles courtes de matière. D'accord, super. Voilà. On a une question de Éric Montserron de Bordeaux Métropole qui se demande si dans votre approche d'Open Innovation, vous donnez une place au numérique et à la géolocalisation des véhicules. Alors bien sûr, le numérique a toute sa place. Je ne l'ai pas cité, c'était implicite dans Station Flin. Dans Station Flin, il y a aussi une dimension importante qui est l'advanced manufacturing. Donc on va localiser aussi dans Refactory toute l'excellence de Renault en termes d'industrie 4.0. Donc ça comprend évidemment des sujets par exemple, de géolocalisation, mais pas que. Il y a aussi tout l'aspect data. Oui. On appelle ça entre nous FBI, Flin Business Intelligence. Bien sûr, la data va jouer un rôle clé, que ce soit dans le suivi des véhicules, des batteries, de la durabilité des batteries. Enfin, on a tout un tas de sujets. Bien sûr que la data, l'intelligence artificielle, tous ces sujets-là sont éminemment importants. Super, très intéressant. Écoutez, n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous en avez. Il nous reste encore quelques minutes. Je vois que certaines personnes sont en train de taper, donc on va vous laisser encore un petit peu de temps. En attendant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le mois prochain, les talks du mois de mai seront dédiés au hub de mobilité. Ils commencent dès la semaine prochaine et le mois de juin sera dédié à l'assurance et la mobilité. Alors, on a une question de Emar, oula, ça arrive, de la structure Les Acrobates qui demande si vous expérimentez le generative design. Alors là, je suis pas très j'avoue que je suis. Je suis pas très au fait. Je suis pas très au fait de ce qu'est le generative design. Moi non plus, j'avoue. Alors peut-être qu'on l'expérimente, mais il n'y a pas de souci, on essaiera de se renseigner. Ah, très bien. Et Eric Pierson de Home to Work demande si Station Flin est ouvert à la candidature. Alors, Station Flin a été lancée il y a quelque temps, le 4 mars, et nous pourrons très prochainement, au cours de l'année, je pense qu'autour de mi-juin, accueillir du public si jamais les conditions sanitaires, parce que c'est sûr que ça va être un peu le point clé, le permettent. Et suivant voilà, l'objet de la start-up ou de la personne, voilà, il y aura des conditions, des choses que nous pourrons discuter. Mais en tout cas, c'est l'objet, c'est vraiment l'objet de Station Flin, pour autant que les projets soient cohérents avec ce qui est fait dans Refactory, bien sûr. On a une question de Ambre Pleur qu'on a reçue la semaine dernière, qui est cofondatrice de Noos, qui demande comment est-ce que vous gérez les certifications pour les nouvelles applications de batterie, en précisant le UN 38.3 que vous créez. C'est très pointu comme question. C'est très pointu. On se renseignera après. On peut si vous le souhaitez, vous donner la réponse ultérieurement en interrogeant nos experts sur le sujet. Pas de problème. On a une question également de Yann Marteil, qui est donc fondateur de Shift for Good, qui demande quelle place pour les partenaires industriels et quelles actions à l'international en dehors de Flin vous avez prévues.
Alors moi sur cette partie juste évidemment on fait quelque chose de grand à Flins, mais l'objectif c'est de pouvoir aussi que Flins puisse faire des bébés, quoi. Qu'on ne reste pas sur notre territoire, parce qu'il y a une logique extrêmement locale. L'économie circulaire est locale par essence. Donc, si on veut vraiment avoir un impact partout où nous sommes, il faut qu'en fait, on puisse dupliquer. Il y a déjà des choses qui sont en train d'être réfléchies et pensées sur d'autres territoires. Sur l'économie circulaire en après-vente, c'est quelque chose qui nous drive aussi. Donc, il y a Flins, il y a l'applicatif à Flins, et puis il y a tout le reste que l'on fait dans notre business as usual, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'avec Flins, on cumule reconversion d'un site industriel et applicatif métier. Mais nos applicatifs métiers, j'ai envie de dire, ils continuent. Et je voulais répondre à une autre question sur la pièce d'origine. La pièce d'origine, elle est évidemment encore d'actualité, encore plus que jamais, j'ai envie de dire. Et j'ai même envie de dire que tout ce qu'on va faire en termes de reman, repair, reuse va venir appuyer encore cette pièce d'origine. Voilà, c'est la pièce d'origine, c'est juste de la pièce d'origine qui est moins chère parce que c'est de la pièce d'origine d'occasion. Donc, ça vient appuyer cette qualité pièce d'origine qui peut avoir plusieurs vies. Super. On a une question de Guillaume Hébert de Batteries for People qui demande si Flins a pour objectif de reconditionner et recycler uniquement des véhicules du groupe Renault ou aussi ceux d'autres marques. Multimarque. Ouais, multimarque. Super. Et Sylvain André de Hutchinson qui nous demande quel est l'objectif de durée de vie des véhicules futurs, 10 ans, 20 ans. Juste aujourd'hui, un véhicule, un centre de véhicules hors d'usage, la moyenne d'âge, c'est 17 ans, je crois. D'accord. À peu près. C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça n'a pas de sens. Nous, on fonctionne toujours entre kilomètres et kilométrage et âge. Donc, âge sans kilométrage, ça veut rien dire. Une voiture, elle peut durer 40 ans si elle roule pas beaucoup. Hein, donc, c'est complexe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on travaille. Il y a un concept car qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelait le concept car 1 million kilomètres. Voilà, donc, c'est pas qu'on va faire forcément 1 million de kilomètres, mais vous voyez la tendance, c'est vraiment c'est une cible hein, et c'est vers là qu'on travaille pour pousser la durabilité de nos produits. Ouais, et puis là, ça va impliquer, c'est un très bon exemple, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, des changements de business model aussi. On recrée de la valeur, donc les modes anciens de prise en compte entre guillemets, des valorisations d'un véhicule vont changer. On recrée de la valeur, on va rétrofiter, tout ça est en complet changement. Et j'aimerais juste ajouter une chose, je pense que vraiment ce qui est important, et je vois parce qu'il y a beaucoup de questions sur les partenariats, etc., tout ce qui est fondamental, c'est que les personnes, et vraiment on en appelle à tous ceux qui ont un bout de la chaîne de valeur, à se mettre en relation avec nous pour construire ces choses-là. Par contre, ce qui est très important, c'est que nous, l'aspect concret est fondamental. Il faut exécuter. Je crois vraiment qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et là, de la même façon, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas juste rêver d'un monde meilleur, c'est vraiment le réaliser. Donc, du concret. Parfait. Et beaucoup de rêves quand même. Il faut. On en a besoin aujourd'hui. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Hein, si certains d'entre vous souhaitaient être mis en relation avec Inde et Julie, n'hésitez pas à nous faire signe et on le fera avec plaisir. Écoutez, mesdames, ça y est, nous sommes arrivés au terme de notre échange. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Partagez. Et de clore cette session autour de l'économie circulaire qui est vraiment hyper passionnante. Et en effet, c'est bon de voir qu'il y a autant d'énergie autour de ces sujets-là et que les choses sont vraiment en train de bouger sur les différents marchés, que ce soit autour de l'autotech, autour des micromobilités et autres. Comme je vous le disais, la semaine prochaine, on ouvre un nouveau cycle autour des hubs de mobilité. C'est mon collègue Vincent qui vous recevra et qui invitera Thibaut Febvre, cofondateur de la start-up Vianova. Et au cours du mois, nous aurons également l'occasion de recevoir Aurélien Côté, directeur commercial international chez Instant System et membre de Mass Alliance. Et nous recevrons également Nathalie Masraval, la directrice générale des services de la communauté des communes du Pic Saint-Loup, qui nous expliquera avec son regard de territoire comment est-ce qu'ils abordent ce sujet des pôles d'échange multimodaux, comme on dit en bon français. Merci à tous, passez une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci bonne journée à infiniment. tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.